merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur les leviers bas carbone pour l'élevage. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre du 7e Forum Grand Ouest Climat-Énergie, qui est organisé par les chambres d'agriculture des Pays de la Loire, de Normandie et de Bretagne. Ce forum a commencé le 14 mars avec une journée en format plateau télé avec retransmission en direct. Donc vous pourrez retrouver le replay de cette première journée sur YouTube en tapant 7e Forum Grand Ouest Climat Énergie. Je suis Clara Vianney, conseillère énergie-climat à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je serai l'animatrice de ce webinaire jusqu'à 10h30 donc, avec à mes côtés ma collègue Elisabeth Colnard qui s'occupera de faire remonter vos questions à la fin de chaque intervention. Elisabeth, je te laisse Oui. te présenter. Donc, bonjour à tous, Elisabeth Colnard. Donc, je suis chargée d'études sur l'adaptation au changement climatique à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et donc, c'est moi qui ferai remonter vos questions aux différents présentateurs et aux différents intervenants, pardon. Et donc, vous pouvez écrire vos questions dans le chat de la visio. Voilà, merci Elisabeth. Alors, pour parler des leviers bas carbone en élevage, nous avons avec nous ce matin Tanguy Baudin, qui est chargé d'études en production laitière à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Nous avons Olivia Garcia, qui est responsable développement chez Ecosens. Et enfin, Rim Chabouni, qui est animatrice technique de la Fédération des races Bretagne au GIE Élevage de Bretagne. Alors, pour introduire leur présentation, il est important de rappeler qu'il n'y a pas une solution unique pour réduire l'empreinte carbone des élevages, mais qu'il existe plusieurs leviers bas carbone et que les marges de manœuvre peuvent être différentes à l'intérieur d'un même système. Les interventions de ce webinaire vont bien mettre en avant la diversité de ces leviers. Donc, Tanguy Baudin commencera avec la présentation d'une analyse comparée des résultats des bilans carbone réalisés chez 216 exploitations laitières bretonnes entre 2013 et 2021. Et il nous présentera également les principaux leviers actionnés par ces exploitations. Olivia Garcia poursuivra avec une présentation des résultats de l'étude menée par Ellipse et Ecosens avec les données de 2500 éleveurs bretons et qui est une étude spécifique aux émissions de méthane entérique dans les fermes laitières bretonnes, donc. Et enfin, nous aurons l'intervention de Rim Chabouni qui nous montrera l'intérêt de la préservation et de la relance des races bretonnes pour la biodiversité, le climat et la qualité de l'alimentation. Voilà, alors Tanguy, c'est à toi. Je te laisse partager ton diaporama. Je vais enlever mon partage. Hop. Voilà. C'est bon, vous me voyez? Oui. Donc bonjour à tous, donc oui, comme disait Clara, donc Tanguy Baudin, chargé d'études production laitière, donc Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc là, le but de mon intervention est de vous présenter les résultats d'une étude que l'on a menée sur les bilans carbone que l'on a réalisés à l'échelle de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc l'étude a été menée au final sur 136 exploitations sur les 216 bilans carbone que l'on a réalisés depuis 2013 à l'échelle de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, l'échantillon s'est restreint pour plusieurs raisons. Première raison, sur la spécialisation, nous voulions des exploitations laitières spécialisées, donc avec moins de 10% d'UGB, viande sur UGB totaux. Et l'autre aspect qui a fait réduire l'échantillon était la volonté de réduire à une période de 5 ans, sur les 5 dernières années, notre échantillon pour avoir une harmonisation en termes de données. Donc, ce qui nous a fait du coup une échantillon de 136 exploitations laitières spécialisées, dont 110 en conventionnel et 26 en agriculture biologique. Donc, il y a une petite surreprésentation de l'agriculture biologique par rapport, on va dire, à la moyenne de ce que représente le lait en agriculture biologique à l'échelle de la Bretagne. Autre point aussi, sur nos 136 exploitations, 85-90% nos exploitations étaient en race Primostein. Donc, les dimensions de notre panel d'exploitation laitière sur nos 136 exploitations, donc à une centaine d'hectares de SAU, donc des exploitations
lait spécialisé, donc avec une forte part, 80% environ, de SFP sur la SAU. Une trentaine de pourcents de maïs sur la CFP. Voilà, dimension d'élevage environ un peu moins de 90 vaches laitières en moyenne. Et en termes de productivité, on est aux alentours de 7340 litres de lait vendu corrigé par vache, ce qui est à peu près dans la moyenne bretonne, qui se trouve à peu près aux alentours de 7400. En termes de productivité à l'hectare, on est à un petit peu moins de 8000 litres de lait par hectare de SFP. Et en lait vendu corrigé, on est à 280 000, ce qui est un peu plus faible par rapport, en termes de productivité de la main-d'œuvre, par rapport à la moyenne bretonne. Ensuite, donc, les principaux un petit peu impacts ou positifs et négatifs. Déjà, c'est la performance nourricière de notre panel d'exploitation qui nourrit 26 personnes à l'hectare de SAU, donc l'hectare SAU de leur exploitation. Il entretient également 1,2 équivalent hectare de biodiversité, soit 20% de plus que la surface de leur exploitation en termes de biodiversité entretenue. Et à l'inverse, donc bien sûr, il y a consommation d'énergie pour produire du lait et de la viande issus du troupeau laitier, donc avec une consommation d'énergie indirecte et directe de l'ordre de 22 000 mégajoules par hectare de SAU. En termes d'excédent du bilan azoté, on arrive à une valeur correcte, raisonnée, c'est-à-dire avec environ 90 unités d'azote par hectare de SAU. Les références qu'on avait étaient plus aux alentours de 100 unités au préalable. Donc, au sein de notre étude, donc, on a voulu raisonner l'empreinte carbone et les émissions de GES de nos élevages laitiers bretons sur 3 échelles, sur 3 unités différentes. Donc, avec une première unité qui se raisonne donc à l'échelle exploitation sur l'ensemble des émissions de GES et de stockage de carbone qui sont ramenées à l'hectare de SAU. Donc, ce qui nous a donné voilà, les références aussi contre, avec 8400 kg équivalent CO2 par hectare de SAU, notamment d'émissions de gaz à effet de serre. La seconde échelle, qui est un petit peu plus qui est différente par rapport à celle qu'on a l'habitude de rencontrer, concerne donc les personnes nourries, selon bien sûr cette personne nourrie, selon la teneur en protéines animales des productions agricoles de l'exploitation. Donc, qui permet donc d'avoir des émissions de GES d'environ 320 kg équivalent CO2 par personne nourrie théorique, bien sûr. Et la dernière que vous avez l'habitude de rencontrer, qu'on rencontre classiquement, celle au litre de lait vendu corrigé. On retrouve en termes de référence ce qu'on voyait dans différentes publications qu'on a pu voir, notamment Carbone Dairy, avec un petit peu moins d'1 kilo équivalent CO2 par litre de lait vendu corrigé en émissions de GES et 0,87 kg équivalent CO2 par litre de lait en termes d'empreinte carbone. Donc, les émissions de GES, elles, comment elles se répartissent dans nos échantillons d'exploitation? Donc, il y a bien sûr, en 3 gaz, le méthane, le protoxyde d'azote et le dioxyde de carbone. Le méthane, lui, représente 60% des émissions de gaz à effet de serre de nos exploitations. Et dans ces 60%, environ 90-95% sont liés aux fermentations entériques, à la rumination des herbivores et à leur capacité à valoriser les fourrages. Ensuite, ça se répartit donc entre le protoxyde d'azote et quand on parle de stockage de carbone dans notre échantillon, le stockage de carbone permet de compenser 10% des gaz à effet de serre qui sont émis par l'exploitation globale. Ensuite, donc, on a voulu aller plus loin donc, en détaillant les performances en termes d'empreinte carbone selon le système fourrager. Donc, à gauche, avec l'icône herbe, donc des systèmes herbagers, donc avec moins de 20% de maïs sur la SFP. L'icône herbe maïs, entre 20 et 40% de maïs sur la SFP, et maïs à plus de 40% de maïs sur la SFP. Donc, on observe déjà sur le premier critère des différences en termes Il y a un souci, on a perdu Tanguy. Oui. Ouais, Oui. effectivement.
C'est bon Tanguy? Tu nous C'est bon, entends? ouais? Ouais, je vous entends. Ouais. Il y a eu un souci de connexion Ah, chez toi, je pense, d'accord, et vous avez perdu le fil à partir de quand? il y a quelques secondes là. D'accord, bon, je vais reprendre cette cette diapositive alors. Du coup, dans la suite après notre, donc échantillon global, on a regardé au niveau des systèmes fourragers, avec, nos 3 systèmes fourragers, l'Iconherbe, où on est à moins de 20 de maïs sur la SFP, herbe plus maïs entre 20 et 40 de maïs sur la SFP et maïs à plus de 40 de maïs sur la SFP. Donc on a regardé sur nos 3 échelles. Au niveau de l'exploitation, on a pu observer dès les émissions de gaz à effet de serre une différence selon nos systèmes qui s'explique essentiellement, il y aura d'autres aussi, critères qui peuvent expliquer cela, mais essentiellement par le chargement animal. Donc on met un peu moins d'animaux à l'hectare, sur des systèmes herbagés, donc moins de fermentation entérique à l'hectare, également. Ensuite, si on regarde à la personne nourrie aux produits laits, sur les émissions de GES, on voit très peu d'écart, aucun écart entre nos différents systèmes fourragers. Et du coup, on voit que l'aspect productivité ou en tout cas économie d'intrants, quel que soit le système fourrager, permet d'arriver en termes de gaz à effet de serre à des mêmes performances. Ensuite, bien sûr, le stockage de carbone a forcément fait le delta entre nos différents systèmes fourragers qui se fait, lui, essentiellement par les prairies et les haies. Ensuite, donc là, je vais vous présenter, parce que donc on n'avait pas beaucoup de temps, mais je vais vous présenter un système fourrager. Donc ici, le système 20 à 40 de maïs. On a regardé la variabilité ensuite intrasystème. Donc, on l'a regardé à travers une méthode, bien sûr, d'analyse d'écart plus émetteur et moins émetteur, mais qu'on a pondéré justement selon nos trois critères et nos trois échelles. Donc, avec les émissions de GES liées au litre de lait vendu corrigé, liées à l'hectare de SAU, également à la personne nourrie théorique. Donc, ensuite, cela nous a permis, là je vous présente uniquement à l'échelle lait, mais bien sûr, comme je vous le disais juste précédemment, on a bien fait une pondération selon nos trois critères, les trois échelles. Donc ici, on voit une différence de 0,25 kg équivalent CD par litre de lait vendu corrigé entre notre quart moins émetteur et notre quart plus émetteur. Donc on a pu observer des performances techniques différentes entre notre quart moins émetteur et notre quart plus émetteur, notamment sur les aspects génisses, où on voit, on va dire, une consommation concentrée allant du simple au double entre le quart moins émetteur et le quart plus émetteur, et alors que là, vous ne l'avez pas, mais qu'ils ont, on va dire, un âge au vélage similaire. Ensuite, on voit des systèmes qui font sortir au moins un petit peu plus leurs animaux, donc avec un peu plus de pâturage également, avec un mois supplémentaire pour le quart moins émetteur. Et à l'inverse aussi, sur l'azote minéral, qui va aussi également en termes de consommation d'intrants du simple au double, de 27 unités à 56 unités par hectare de SAU lait. Donc voilà un peu déjà quelques leviers qui ont déjà été mis en place dans nos exploitations ici du quart moins émetteur et qui fonctionnent et qui permettent justement de réduire que ce soit les émissions de GES, mais également du coup l'empreinte carbone derrière. Et on a pu regarder également que d'un point de vue structurel sur ce système 20 à 40 de maïs, pas forcément sur les autres, hein, parce que chaque système fourrager a des leviers à actionner qui sont différents, qui peuvent être différents. Et là, sur ce système-là, on a observé en fait une différence déjà structurelle entre notre quart moins émetteur et notre quart plus émetteur, avec 100 000 litres de lait vendu corrigé en moins pour le quart moins émetteur par rapport au quart plus émetteur. Ça laisse à penser que voilà, le travail est un aspect aussi important et à raisonner dans la partie carbone et qui permet justement d'avoir un petit peu moins de temps de travail et d'avoir aussi une meilleure rigueur après sur l'atelier lait. Et enfin, du coup, dernière diapo, donc on a regardé maintenant à l'échelle de tout notre panel d'exploitation, nos 136, on a regardé le décile moins émetteur et le décile plus émetteur. Donc ici, vous avez le moins émetteur, donc vous voyez des performances
performances intéressantes, notamment en termes, que ce soit sur les 3 critères, où on baisse de 2 à 2 500 kg équivalent CD, notamment par hectare de SAU en termes d'émissions de GES. Mais on baisse également de 130, 140 kg équivalent CD par personne nourrie, et également sur la partie les produits laits. Donc cela s'explique déjà sur nos 10% mosaïtaires. On a aussi, en termes de caractéristiques de notre échantillon, 50% en bio, mais également 50% en conventionnel, ce qui montre bien que des performances d'empreinte carbone sont accessibles, que ce soit en bio ou en conventionnel. Et en termes de levier, on a pu voir les éléments suivants. En termes de productivité, il y a une plus faible productivité, mais qui reste quand même intéressante pour le 10% les moins émetteurs, avec 400 litres de lait environ par vache et par an de productivité en moins, mais qui est faite avec un peu moins d'intrants, notamment de concentré, une dizaine de grammes par litre de lait en moins. Pareil en ce qui concerne les génisses, on retrouve également ici 200 kg de concentré par UGB génisse en moins pour nos 10% les moins émetteurs. Et ensuite, en termes de gestion agronomique et de rotation, donc une azote minérale qui va là aussi du simple au triple, de 12 unités à 33 unités, notamment aussi parce qu'il y a des exploitations d'agriculture biologique dans les 10% moins émetteurs. Et également, en termes de temps de pâturage et consommation d'intrants, on va aussi une 30aine de litres par hectare de SAU lait en moins dans les échantillons qui sont dans le 10% les moins émetteurs. Voilà, un petit peu rapidement, j'espère que vous avez réussi tous à écouter, qu'il n'y a pas eu trop de bugs techniques derrière. Voilà un petit peu pour l'étude. Donc, il y a eu des fiches qui ont été réalisées et qui sont accessibles sur le site de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Tanguy pour cette présentation. Elisabeth, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Alors, oui, donc on a des questions qui viennent d'arriver. Alors, une comparaison entre ces systèmes plus ou moins émetteurs a-t-elle été faite en termes de rentabilité économique? Non, l'aspect économique ici n'a pas été lié parce qu'on ne disposait pas des données pour l'ensemble, pour toutes nos exploitations. Par contre, cela avait déjà été démontré, que ce soit au travers d'une étude que nous on avait faite dans le cadre du réseau Enosis Grand Ouest Bretagne, et également à l'échelle nationale par l'Institut de l'élevage, où on avait observé notamment sur la partie, un lien assez important sur charge opérationnelle ou coût du système d'alimentation selon le critère prix et les émissions de GES. Ou par exemple, nous, dans notre étude, on voyait une 40aine d'euros des millilitres de charge opérationnelle en moins dans le quart moins émetteur, en termes d'émissions de GES. Et donc on a une question qui vient d'arriver par rapport à ça. Est-ce que cette étude économique est disponible? Oui, elle est disponible, pardon. Bien sûr, elle est également sur le site de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Normalement, je pense que c'est retrouvable, ça doit se retrouver assez facilement. Ok. On a une autre question de Olivia. Combien d'éleveurs se sont engagés dans un plan carbone? Là, j'ai pas le chiffre forcément, mais on avait, parce qu'il y a eu une trentaine environ, au travers des différents appels à projets, parce que là, c'est un échantillon, voilà, sur les 5 dernières années. Là, moi, j'ai ce chiffre-là des trentaines, c'est sur l'année 2021-2022, quoi, entre les deux. Ok, merci Tanguy. Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On va passer à la suite alors. Donc merci encore Tanguy. Merci. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions dans le chat pendant les présentations. On prendra 5 minutes à la fin de chaque intervention pour y répondre.
Eh bien, on va passer la parole à Olivia Garcia. Donc, je vous laisse partager votre écran. Est-ce que vous voyez? Oui, et Ouais, on vous super. entend. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Olivia Garcia et je travaille chez Ecosens, donc une structure qui travaille sur tout ce qui est émissions de méthane entérique. Et en fait, ma présentation, elle va compléter celle de Tanguy, puisqu'en fait, c'est un focus sur, parmi tous les gaz à effet de serre qu'a évoqué Tanguy, un focus sur le méthane entérique qui est le gaz qui a quand même une forte part de responsabilité dans les émissions globales des fermes. Donc, on a fait une étude avec Ellipse, donc contrôle laitier de la région, sur effectivement les fermes qui étaient inclus dans le périmètre. Alors, juste, attendez, hop, je regarde si ça fonctionne. Voilà. Alors, ça, c'était quelques rappels, mais bon, Tanguy en a déjà parlé, donc je vais passer vite, puisque là, ce sont des résultats nationaux. Donc, on va passer vite, puisqu'on a Tanguy qui nous a fait quelque chose de plus régional, pour dire qu'effectivement, les émissions de gaz à effet de serre, et notamment le méthane entérique, représentent la majorité des émissions sur la ferme. Alors, l'étude qu'on a faite avec Ellipse, donc c'est une étude qui a été réalisée sur 3 ans, donc de l'année 2019 à 2021, qui concerne presque 2500 élevages et pour lesquels on a pu étudier donc presque 60 000 données de méthane. Donc ces données de méthane, en fait, elles proviennent des données détenues par Ellipse. Et en fait, on a utilisé cette équation qui prédit la quantité de méthane en grammes par litre de lait à partir de la composition du lait en acides gras et la production laitière. Donc ça, c'est une équation qui a été développée il y a une dizaine d'années, qui est brevetée, hein, donc du coup, c'est pour ça qu'on peut l'afficher comme ça. Et donc, en fait, cette équation va se baser sur le profil des acides gras et notamment en allant chercher les acides gras qui ont 16 carbone ou moins, c'est-à-dire les acides gras qui sont synthétisés dans la mamelle, et la production laitière. Alors, a priori, il y a des... Je sais pas, je vois des commentaires qui disent que c'est bon, ça fonctionne. Ah oui, d'accord. Il y avait des gens qui n'avaient pas le diaporama. Pardon, excusez-moi. Donc Ellipse a fait tourner cette équation sur ces données et voilà les résultats. Alors on va, ça c'est un graphique, il y a beaucoup de choses, on va juste les regarder en détail. Donc il représente en fait, selon les mois de l'année, donc de janvier à décembre, en abscisse, il va représenter les émissions de méthane en grammes par litre de lait des différents éleveurs. Donc ce sont des boîtes à moustaches, c'est-à-dire que dans les carrés là, en fait, ça va représenter 50 % des éleveurs. Par exemple, ce carré-là, ça va représenter donc 50 % des éleveurs, ce rectangle-là, pardon, va représenter 50 % des éleveurs, les émissions de méthane de 50 % des éleveurs du mois de janvier qui sont en profil herbe. C'est-à-dire, alors pour nous, les profils herbes, c'est un peu différent de la définition qu'a donnée Tanguy. C'est quand dans la ration totale, on a plus de 75 % d'herbe. Le profil maïs, c'est quand on a plus de 75 % de maïs dans la ration et le profil herbe maïs, c'est tous les éleveurs entre les deux. Donc du coup, on a ces résultats-là. Alors la première réflexion qu'on a, c'est que, effectivement, les émissions de méthane entérique vont varier au cours de l'année, quel que soit le système considéré, puisqu'en fait, on va avoir des émissions de méthane qui sont plus basses au printemps, donc mars, avril, mai, juin, qui sont liées effectivement souvent à des périodes de pâturage. On sait que l'herbe et notamment l'herbe jeune, va limiter en fait, les émissions de méthane, notamment par la richesse, en oméga 3 et on voit qu'effectivement en hiver, à partir de octobre, novembre, décembre, janvier, on est sur des émissions beaucoup plus hautes, qu'au printemps. Ça, c'est la première constatation, c'est-à-dire que les émissions de méthane vont varier selon la saison. On voit aussi que, quand on prend des systèmes herbes, comparés à des systèmes maïs
ou des systèmes herbe-maïs, quand on va s'exprimer en grammes par litre de lait, en fait, on a des grosses différences avec des profils maïs qui vont être effectivement un peu moins émetteurs que des profils herbes. Ceci dit, quand on peut voir que les meilleurs, entre guillemets, enfin, alors les moins émetteurs, on ne va pas parler de meilleurs éleveurs, mais les éleveurs moins émetteurs en termes de, enfin, avec un profil herbe, sont équivalents aux éleveurs du profil maïs qui sont les plus émetteurs. C'est-à-dire qu'en gros, ça conforte aussi dans le fait que il n'y a pas un système qui va permettre d'émettre moins de méthane. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des systèmes qui sont adaptés à chaque exploitation, dans lequel on peut avoir des élevages moins émetteurs et puis des élevages un petit peu plus émetteurs. Et ça, c'est la dernière constatation, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a presque plus de variabilité dans un même système qu'entre les systèmes. C'est-à-dire qu'en gros, dans le système, on va prendre un système herbe-maïs, le profil herbe-maïs en vert ici, on voit qu'il y a une variabilité qui est de l'ordre de, si on prend au mois de janvier, on va avoir des émissions pour 50% des éleveurs, hein, les plus concentrés, on va avoir des émissions entre 15,7 et 17,2, on va dire. On a presque 1,5 g de différence entre les plus émetteurs et les moins émetteurs. Ce qui veut dire qu'en gros, dans le même profil, on a des grosses marges de progrès également. Voilà. Alors, ce qu'on a fait au-delà de tout ça, c'est qu'on est allé identifier parmi ces éleveurs, donc les 2500 élevages, on est allé identifier des éleveurs qu'on va appeler bas méthane, c'est-à-dire des éleveurs qui ont déjà mis en place des leviers pour diminuer le méthane. Alors, les leviers qui sont donnés ici, ce sont des leviers alimentation et qui ne vont concerner effectivement que les vaches laitières. On ne va pas parler du troupeau en entier, en fait, hein, on va parler des vaches laitières. Et les leviers qui ont été utilisés, ce sont des leviers plutôt naturels. On ne va pas parler de leviers avec des additifs. Aujourd'hui, quand on va parler méthane, on peut penser à certains additifs qui existent, du type Bovaer, par exemple. Mais là, en l'occurrence, les éleveurs bas méthane, ce sont des éleveurs qui ont mis en place, alors soit des leviers en introduisant des cultures dont on sait qu'elles vont diminuer les émissions de méthane, du type de la luzerne, du colza, du lin, donc des cultures qui sont connues pour être souvent riches en oméga 3 et qui vont permettre de limiter les émissions de méthane, ou alors des éleveurs qui ont travaillé sur la qualité de leur fourrage, par exemple, et qui ont des émissions de méthane moins élevées. Alors, on a comparé ces éleveurs bas méthane aux autres éleveurs qui n'ont pas mis en place de levier. Donc, ces éleveurs bas méthane, on voit effectivement qu'elles sont plus basses, presque 2 points plus basses. Et quand on va dans le détail, on va regarder effectivement le lait. On voit que c'est des éleveurs qui ont une productivité laitière un petit peu plus importante, de 5 litres de lait, ce qui est quand même, de 5 kilos de lait, ce qui est quand même important. Et effectivement, hein, comme on s'exprime en grammes par litre de lait, du coup, plus on va produire de lait et plus les émissions de méthane vont se diluer dans le lait produit. Donc, c'est une explication de ces résultats et pourquoi le méthane est plus bas. Mais on est allé voir aussi au niveau des profils d'acides gras et on s'aperçoit qu'effectivement, alors quand on parle profil d'acide gras, là on va parler de taux d'acide gras saturé moins C18,0. En gros, on va chercher à diminuer le plus possible cette valeur-là et on s'aperçoit qu'on a 2 points de différence également là-dessus. Donc là, c'est quand on a comparé toute la population. Donc, quand on regarde ça, on peut se dire, bon, en fait, pour émettre moins de méthane par litre de lait, il suffit d'augmenter la production laitière. Alors, oui, c'est un des facteurs pour diminuer les émissions de méthane exprimées en litres de lait. Mais par contre, ce qu'on est allé voir, c'est à production à peu près égale, est-ce qu'il y avait des différences ? C'est-à-dire que là, on est allé cibler les élevages qui produisaient en fait autour de 30 kg de lait, c'est-à-dire entre 26,8 et 33,4 kg de lait. Et on est allé faire la même étude. Donc là, on voit qu'on a atteint notre objectif, hein, puisqu'on a une moyenne de production laitière qui est différente de un petit kilo, enfin 1 kilo, on va dire. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même encore 0,8 grammes de méthane par litre de lait de différence. Et c'est complètement lié au profil en acide gras. Donc, c'est à même production,
il y a également des leviers pour diminuer les émissions de méthane entérique. Ensuite, on a fait le lien, alors ça rejoint un petit peu la question qui avait été posée à Tanguy tout à l'heure. On a fait le lien avec la marge sur coût alimentaire. Donc, en abscisse, là, vous avez le méthane exprimé en grammes par litre de lait. Et vous avez la marge sur coût alimentaire. Et on s'aperçoit que en diminuant les émissions de méthane, en fait, c'est un effet indirect. Hein, c'est en gros, en améliorant l'efficience alimentaire, on va perdre moins d'énergie, une énergie qui sera utilisée par la vache pour aller faire soit plus de lait, soit modifier son profil en acide gras. Et donc, en fait, une marge sur coût alimentaire plus élevée quand on va diminuer les émissions de méthane. Donc, en conclusion, en fait, c'est qu'il existe une grande variabilité de l'intensité des émissions de méthane. Hein, on l'a vu, on a des 1,5 grammes par litre de lait intrasystème, mais on peut avoir jusqu'à 3 grammes par litre de lait en fait, entre les systèmes. Un des premiers leviers, c'est l'augmentation de la production laitière qui permet de diminuer l'intensité méthane exprimée en grammes par litre de lait. Alors, je dis bien en grammes par litre quand on va exprimer le méthane en grammes par litre de lait, puisque quand on va exprimer le méthane en émissions globales, on va avoir des résultats un petit peu différents. Et il existe aussi un effet rumen, donc qui est reflété par la composition en acide gras du lait. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est en gros, suivant l'orientation des fermentations dans le rumen, on va avoir plus ou moins de méthane émis. Et c'est lié, du coup, c'est pour ça qu'on a identifié des aliments qui vont favoriser des voies fermentaires, qui vont émettre moins de méthane que d'autres. Et c'est pour ça qu'on a des éleveurs qu'on va qualifier de bas méthane. Et voilà, la diminution de l'empreinte méthane rime avec l'efficience alimentaire et donc une meilleure marge sur coût alimentaire, ce qui est intéressant puisqu'effectivement, les éleveurs en général vont raisonner leur système, non pas forcément sur la partie environnementale, mais sur la partie technique et économique. Et on a une bonne adéquation entre cette partie économique et cette partie diminution de l'empreinte méthane. Voilà. J'ai terminé. Beaucoup. Merci Olivia. Je vous en prie. Pour cette présentation. Elisabeth, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Alors, on a eu quelques remarques déjà. Donc, une remarque de Stéphanie qui nous dit que les émissions de méthane par litre de lait sont en fonction des productions laitières, donc qu'il est logique qu'il y ait de la variabilité dans un même système. Et on a également une remarque de Catherine qui nous dit que si on ramène le méthane produit par litre de lait, on intègre forcément l'effet dilution et il serait intéressant d'avoir le même schéma avec la production de méthane brut. Alors, je peux juste peut-être amener quelques informations. Alors, quand on parle des émissions de CH4 par litre de lait, effectivement, elles sont évidemment en fonction des productions laitières, c'est ce que je disais. Ça va expliquer la variabilité dans un même système. Mais alors là, bon, du coup, il n'y avait que 5 diapos, donc c'était puis le temps était réduit, je n'ai pas montré tout. Mais y compris dans un même système, on s'aperçoit que alors on l'a fait pour les éleveurs bas méthane, mais on peut le faire par système. On s'aperçoit, on l'a fait d'ailleurs pour notamment les éleveurs qui sont en profil herbe-maïs. On s'aperçoit qu'on a quand même à peu près 1 gramme par litre dans un même système. Si on fixe la production laitière, par exemple, on l'avait fait à 1 kg de lait de différence. En fait, on a encore 1 gramme par litre de différence entre les moins émetteurs et les plus émetteurs. Donc 1 gramme par litre, si on prend des moyennes de 15,5 grammes par litre, par exemple, ça représente 6% de variations qui sont liées à l'effet rumen pur. Voilà. Et pour répondre à la deuxième remarque, alors on l'a fait aussi. C'est-à-dire qu'en gros, on a ramené le méthane en production globale, en production de méthane brut. Et en fait, le schéma qu'on avait, où on avait les systèmes herbes qui étaient tout en haut et puis les systèmes maïs qui étaient tout en bas, et ben ça s'inverse forcément. C'est-à-dire qu'en production de méthane brut, on va avoir des productions maïs qui vont être souvent plus élevées que des productions à l'herbe.
Donc, alors après, c'est effectivement chez Ecosens, on travaille avec des laiteries. Donc, elles vont surtout s'exprimer en grammes par litre de lait produit. C'est pour ça que je vous ai présenté les grammes par litre de lait produit. Mais on est souvent sur exactement, quand on va avoir un effet PL, on est sur exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand on a des émissions en grammes par litre basses, on va avoir des émissions de méthane à valeur absolue élevée. Par contre, quand on va regarder à même production laitière, c'est souvent la composition en acide gradulé qui va jouer. Et à ce moment-là, on est plutôt sur le même schéma, c'est-à-dire que ceux qui sont exprimés en grammes par litre sont aussi... Enfin, les éleveurs les moins émetteurs exprimés en grammes par litre sont aussi les éleveurs les moins émetteurs exprimés en production de méthane brut. Peut-être un peu compliqué, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Merci. Alors, on a d'autres questions. Comment joue la durée de vie de la vache par le nombre de lactations? Et est-ce qu'il y aurait un intérêt à exprimer certains indicateurs par rapport à cela? Alors, nous, on va travailler sur des laits de tank. C'est-à-dire que justement, en fait, on lisse ces critères-là qui sont l'âge de la vache ou la durée de vie de la vache, le nombre de lactations, parce qu'en fait, on va mélanger tous les stades de lactation et on va mélanger en fait toutes les vaches. Donc, alors effectivement, je pense que Ellipse, avec les données qu'ils ont, ils pourraient le faire à la vache, mais là, le choix sur l'étude a porté sur effectivement le lait de tank. De nouveau parce qu'en fait, on va travailler avec des laiteries et que du coup, les laiteries vont être intéressées par le lait qui est collecté. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va exprimer ça en lait de tank et en grammes par litre de lait. Donc, est-ce qu'il y aurait un intérêt à exprimer certains indicateurs par rapport à cela? Oui, je pense. Après, nous, au niveau d'Ecosens, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a 2 niveaux pour améliorer ces émissions de méthane au niveau de la ferme. C'est-à-dire qu'on a un niveau, c'est au niveau de l'exploitation globale, enfin au niveau du troupeau de vaches laitières, sur l'alimentation, par exemple. Et puis après, on peut aller voir vache par vache comment en fait, comment les vaches réagissent, est-ce qu'elles sont plus ou moins productrices? Et du coup, oui, il y a un intérêt à 2 niveaux, à ces 2 niveaux. Merci. Peut-être Une dernière question. Ouais. Ok, alors donc on a une autre question qui est est-ce que l'étude s'est intéressée à d'autres unités fonctionnelles, grammes de CH4 par vache laitière par jour ou grammes de méthane par matière sèche ingérée? Alors, on l'a fait effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en VL et par jour, en émissions de méthane brut, on va dire. Donc, ça, on a les graphiques. Par contre, on n'est pas allé jusqu'à l'étude de la ration on n'est pas allé au-delà des types de systèmes. Donc, on n'est pas rentré jusqu'à la matière sèche ingérée. Par contre, voilà, si jamais vous voulez, je pourrais vous faire passer des infos sur l'étude au-delà, notamment en grammes de méthane par vache et par jour. Ok. On a fait le tour des questions ou pas? Alors, il reste des questions. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de faire temps. une réponse rapide. Oui. Si vous y arrivez. Oui. Alors, donc, on a 2 questions encore. Donc, la première, c'est comment intégrez-vous le reste du cheptel? Et la deuxième question, c'est est-ce que les types d'acides gras qui contribuent le plus à plus de méthane sont intéressants ou pas nutritionnellement pour l'humain? Et si on baisse ces types-là pour moins émettre, mais que ça a un impact nutritionnel pour les consommateurs, ce serait à éclairer peut-être. Ok. Alors, je vais répondre très vite à la première question. Donc, on n'intègre pas le reste du cheptel, puisqu'en fait, on se base sur la production laitière. Donc, les taris et les génisses, on ne va pas les prendre en compte. Par contre, les acides, par rapport à la deuxième... Alors, juste pour répondre à la première question, c'est pour ça qu'on va s'intégrer, notamment dans l'équation, est intégrée dans le CAP 2ER qui, lui, prend
l'intégralité du troupeau et l'intégralité donc des émissions de gaz à effet de serre. La deuxième question sur les types d'acides gras, en fait, on va voir que les types d'acides gras, par exemple, les acides gras saturés qu'on cherche à diminuer pour avoir moins de méthane, ce sont ceux qu'on cherche aussi à diminuer pour la santé humaine. Et on sait que les oméga 3, par exemple, sont très bénéfiques pour... Enfin, les aliments qui contiennent des oméga 3 sont très bénéfiques pour le méthane. Et ce sont des aliments, dont les caractéristiques vont se retrouver dans le lait, c'est-à-dire voilà, des laits oméga 3 vont être bénéfiques pour l'humain. Donc en fait, on a un parallèle entre la partie environnementale et la partie qualité. Ok, bon, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci beaucoup à vous. On va poursuivre du coup avec notre dernière intervention. Donc, Rim, je vous laisse prendre la parole, partager votre écran. Alors, je suis désolée, j'ai perdu. Je m'excuse. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ouais, nickel. Super. Alors, moi, c'est Rim Chabouni. Je suis animatrice à la Fédération des races de Bretagne et nous avons réalisé une étude sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, j'arrive pas à enlever le truc. Voilà. On a réalisé une étude plus généralement sur l'impact environnemental des systèmes d'élevage en race locale bretonne et quelles adaptations de ces systèmes au changement climatique. Donc, je vais vous détailler tout ça pendant les 10 prochaines minutes. Alors, zut. Alors, c'est quoi le contexte de cette étude? En fait, elle s'est menée au travers d'un projet AEP, donc Agriculture écologiquement performante, financé par la région de Bretagne, qui a débuté en 2016 et qui, au cours du temps, a été validé comme GI2E, donc Groupement d'intérêt économique et écologique de l'État. En fait, en 2016, il faut savoir que les éleveurs de race bretonne avaient jusqu'alors beaucoup d'échanges, on va dire, de type associatif entre eux, mais très peu d'échanges techniques. Donc, on a mené ce projet pour répondre à la problématique: quels itinéraires techniques permettraient d'optimiser la conduite de nos races locales dans une démarche d'agroécologie. Il y a 35 éleveurs qui se sont rassemblés pour essayer de construire en fait des connaissances et des références qui malheureusement en race locale n'existaient pas par avant, puisque ces races n'ont pas bénéficié en fait des études techniques des races plus classiques. Comme je vous l'ai déjà dit, en fait, c'était aussi une occasion d'échanger entre professionnels, mais avec des échanges techniques et non plus que des échanges en termes de dynamisme associatif. Et puis, il y avait une vraie volonté de progresser dans la voie de l'agroécologie. L'idée, c'était en fait mieux connaître ces races-là, mais surtout optimiser comment dire, les résultats, que ce soit les résultats économiques, environnementaux ou sociaux, à travers l'élevage de ces races. Et en fait, professionnaliser l'élevage de races bretonnes, c'est un vrai moyen de pérenniser la biodiversité domestique. Donc, petit aparté, la biodiversité domestique, à la différence de la biodiversité sauvage, qui est, on va dire, la flore sauvage, les papillons divers et variés. Là, la biodiversité domestique, c'est vraiment la biodiversité soit cultivée, des variétés anciennes, ou alors, en termes de faune, c'est les races d'élevage qui sont déclarées menacées d'abandon par l'agriculture. Ça, c'est un terme du ministère de l'Agriculture. Donc, nous, on a fait ce travail donc sur ces 4 ans que pour les races de ruminants. Donc, vous avez la photo là devant vous. Je vais vous les citer histoire que vous sachiez à qui vous avez affaire. Mais on a 4 races bovines. Donc, on a la nantaise, c'est la première en haut à gauche, l'armoricaine. Donc, ça, c'est plutôt des
races qui vont être utilisées dans des systèmes allaitants. On a la Froment du Léon, qui est une race uniquement utilisée dans des systèmes laitiers. Et pour finir, la Bretonne Pinoire, qui, elle, aujourd'hui, est à la fois utilisée dans des systèmes laitiers et aussi sur des systèmes allaitants. On a vraiment 50% d'éleveurs professionnels en système laitier, 50 le reste, en fait, en système allaitant. Dans cette étude, il y avait aussi la chèvre des fossés et il y avait 2 races de moutons. Là, je vous en ai mis 3, mais les 2 derniers sont les mêmes, la brebis Belle-Île et la brebis Landes de Bretagne. Et ça, c'était un fort intérêt de notre projet, c'était de mener un projet multi-espèces. Bon là, si on se recentre sur notre problématique du jour, au travers de ce projet-là, on a mesuré l'empreinte environnementale des fermes en race locale et moi, je vais vous présenter que les résultats en bovin. Alors, l'évaluation de l'empreinte environnementale, en ferme bovine, elle s'est réalisée, une première fois en 2016 pour faire un état initial et une deuxième fois en 2018 pour faire un état, final. Il y a 25 fermes qui ont été, diagnostiquées. Au total, si on prend, les caprins laits et les ovins viande. Et donc on a à chaque fois utilisé le logiciel Cap2R et on va dire en 2016 et de 2018, le niveau 2 n'existait pas en caprin. Et au cours de notre étude, il a existé ensuite. Mais en tout cas, pour les élevages en bovin lait et en bovin viande, on a bien fait le niveau 2 du logiciel Cap2R de l'Institut de l'élevage. Pour les éleveurs, c'était très important. Il faut savoir que cette étude-là, c'était vraiment une étude de recherche appliquée en co-construction avec les éleveurs et c'est eux qui ont été, comment dire, ils faisaient partie du comité de pilotage et ils ont choisi les outils et pour eux, c'était très important d'utiliser le logiciel Cap2R, logiciel, reconnu, on va dire, de la profession en général et qui était utilisé pour les systèmes, Life Beef Carbon et Carbon Diary par ailleurs et donc ça nous permettait d'ensuite faire une comparaison, directe. Donc, très rapidement, les informations sur les fermes. 6 fermes en bovin lait, toutes, en Bretagne, uniquement en transformation laitière et circuit court. Une SAU moyenne de, on va dire 40 hectares, en moyenne 25 vaches et un chargement inférieur à, 1 UGB à l'hectare de SFP. Et il faut savoir que les cultures étaient peu présentes. En fait, il y a très peu de complémentation en ferme, race, locale, et lorsqu'elle a lieu, en fait, c'est quand même très limité et c'est souvent ce qu'on appelle par un petit peu abus du méthèil, réalisé, sur la ferme. Ensuite, les fermes en bovin viande, c'était 9 fermes, toutes issues, de notre, région, qui produisaient soit du veau, soit du bœuf et une faisait aussi du gibet, ce qui est plutôt assez rare, en tout cas en race, locale bretonne. Également, tous ces produits étaient valorisés en circuit court. On est à peu près à 34 hectares de SAU en moyenne, 13 vaches, un chargement beaucoup plus faible et là, aucune, culture, en tout cas associée à, comment dire? L'atelier, bovin viande. Mais il y avait des ateliers céréales ou maraîchage, comment dire? Annexes, en atelier, on va dire secondaire et parfois les coproduits pouvaient être, distribués aux vaches, ou aux animaux, on va dire, non productifs, de la ferme. Hem Là, ça pose déjà une première question, puisque, on va dire dans la biblio, souvent on présente les élevages, extensifs, comme, élevages, plus émetteurs en fait, de gaz à effet de serre lorsqu'on rapporte à la production et donc nous, on a voulu évaluer, est-ce que c'était aussi le cas en race locale, bretonne? Heu et petite précision, même si les vaches de race bretonne sont plus petites en taille, notamment la bretonne pinoire est reconnue pour être, la race la plus, petite, du cheptel, bovin, français. Hem, Aujourd'hui, malheureusement, elles sont considérées, comme un UGB et donc c'était un vrai biais de notre étude, puisque, dans le logiciel Cap2R, c'était à chaque fois, un UGB. Même si on peut, préciser les poids vifs, voilà.
Alors les résultats. Je vais vous présenter en fait les résultats et puis après je vais vous présenter pourquoi on a eu ces résultats-là. Alors en fait, les résultats, très rapidement, ils ont, contredit, l'idée que l'élevage extensif, émet plus de gaz à effet de serre, lorsque l'on rapporte à la quantité, d'alimentation produite. Alors, vous voyez là, on a, comparé nos résultats race locale bretonne, donc là on est sur le système bovin lait, aux résultats Live Carbon Dairy, Bretagne, système herbagé. Voilà, on a essayé de se rapprocher à chaque fois du système qui était peut-être le plus proche, pour savoir est-ce qu'on était entre guillemets, plus ou moins émetteur de gaz à effet de serre ou en tout cas est-ce qu'on avait une empreinte, carbone, nette, supérieure ou inférieure. Donc vous voyez déjà qu'en production laitière, on est sur une production bien inférieure en race, locale, bretonne lorsqu'on rapporte à la vache. Puisque, on est là à peu près à 2 700 litres de lait par vache contre, 6 400, sur, les données Life Carbon Dairy. Alors, déjà, première importance qui n'a rien à voir avec l'empreinte carbone, mais pour nous, c'était très important de vous montrer ça. En fertilisation minérale, on est à zéro en race locale bretonne. Ensuite, sur les empreintes carbone, comment dire, nettes, on est alors ce qui va être le plus, donc on est à 0,32 kg équivalent de CO2 par litre de lait contre 0,81 sur le système, herbagé Life Carbon Dairy et je vous ai quand même mis les résultats, à l'UGB, parce que, on trouve que nous, ce sont des notions, quand même, importantes. Alors là, on est sur l'émission, enfin l'empreinte carbone nette, donc c'est bien les émissions, brutes moins le stockage et donc pourquoi on a, une empreinte carbone nette faible? C'est parce qu'en termes de stockage, on est bien supérieur aux résultats, de Life Carbon Dairy. Alors que sur les émissions GES brutes, on est sensiblement supérieur. En bovin viande. En bovin viande et ça a été en plus, un souhait, encore plus fort des éleveurs de, se soumettre, au niveau 2 de Cap de pour les éleveurs en bovin allaitant puisque, ben, toujours actuellement, on, décrit, la consommation de viande en disant que, ben, en tout cas de viande bovine, en disant que c'est, une viande, avec un impact environnemental, très élevé et donc, c'était important pour les éleveurs de race bretonne de savoir où est-ce qu'ils se situaient. Alors, en production de viande, on est toujours, inférieur aux résultats de Life Beef Carbone. Alors là, il faut savoir qu'on n'a pas pu aller creuser sur les différents systèmes. Donc on a pris, le système général, enfin les résultats du système général, Life Beef Carbone. Donc là, on est sur une production de 247 kilos équivalents par UGB contre 296 avec le système Live Beef Carbone, enfin les résultats Live Beef Carbone, pardon. Fertilisation minérale toujours égale à zéro. Et là, vous allez voir, c'est encore plus marquant que pour le système bovin-lait. Là, en bovin-viande, l'empreinte carbone nette, elle est presque 3 fois inférieure en race locale bretonne comparée aux résultats Live Beef Carbone. En sachant que là, toujours, notre dénominateur commun, c'est bien la production, en fait, donc le kilo équivalent de viande vive. Et là, on a déjà des émissions brutes qui sont plus faibles, mais alors le stockage en système bovin-viande en race locale est est très supérieur en comparant aux résultats Live Beef Carbone, puisque vous voyez, on atteint des stockages de l'ordre de 17,2 kg équivalent de CO2 par kilo de viande vive contre 6,6 pour les résultats Live Beef Carbone. Donc ça, c'était des résultats très intéressants et je peux même aller plus loin. On a eu le cas, parmi, les 9 élevages, qui ont été, évalués, dans cette étude-là, on en a eu 2 qui, stockaient plus de carbone qu'ils n'en émettaient. Ça veut dire que là, leurs résultats, émissions, de gaz à effet de serre, net étaient égal à zéro, ce qui était, pour nous assez incroyable de voir ça. Alors maintenant, on va aller sur pourquoi en fait on obtient ces résultats
il faut savoir que ces raisons sont c'est des raisons entre guillemets soit validées, soit présupposées, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces races bretonnes. En fait, déjà, la première chose, c'est que, effectivement, nos animaux en race locale bretonne, ils produisent moins, c'est un fait. Mais donc, même si on rapporte, en fait, les émissions de gaz à effet de serre avec ce dénominateur commun qui est la production, heu, nos animaux consomment aussi moins. Il faut savoir que les capacités d'ingestion en race bovine bretonne varient entre 10 et 15 kg de matière sèche par vache. 10, c'est par exemple une bretonne pie-noire en système allaitant. Donc vous voyez, c'est bien inférieur à ce qu'on peut, voir sur les races plus, classiques. Ensuite, ce sont des élevages très autonomes. En fait, il y a une véritable recherche de l'autonomie, protéique, et aussi de l'autonomie en énergie. Il y a, très peu d'achats d'aliments de l'extérieur, et il faut savoir que, sur l'ensemble des élevages, évalués, un seul élevage, en fait, achetait de l'aliment à l'extérieur. Donc il y a une vraie autonomie, ce qui fait que, bah, forcément, ça réduit, ces émissions-là. Les chargements, sont plus faibles. Ça a son importance. Tout à l'heure, la question a été posée, au niveau de la présentation précédente. Il faut savoir aussi que le gros intérêt des races bretonnes, c'est, la longévité des animaux. En fait, il y a très peu d'animaux, improductifs sur la ferme, en gros de génisses, qui resterait pour, le renouvellement. Là, en vache laitière, on est sur des taux de réforme de 12, ce qui est bien inférieur à ce qui existe sur les systèmes, on va dire, plus classiques. Donc cette longévité, hein, qui est caractéristique, en fait, de la rusticité de ces animaux-là, est vraiment à mettre en avant. Aucun apport en azote minéral, des fermes composées, en très grande majorité de prairies permanentes, et on a aussi en bovin, allaitant, des fermes qui valorisent des espaces naturels, notamment, des zones du conservatoire du littoral. Une présence de haies très, très nombreuses, et on a un matériel qui consomme peu de carburant. Alors là, c'était pour vous montrer, l'exemple d'un atelier bovin-viande en stockage, de carbone. Donc, c'est l'ancienne version, hein, du Cap 2R, mais vous voyez avec la petite flèche, où est-ce qu'il se situe. L'autre info, voilà, exemple de consommation, d'un atelier, bovin-lait en carburant. Donc voilà, c'est très, très faible, et voilà, je vous remercie pour, votre attention. Merci beaucoup, Rim. Elisabeth, est-ce qu'on a des questions? Ouais, on a des questions. Alors, on a une première question de Isabelle qui nous demande les résultats des races locales bretonnes pourraient-ils être élargis à des races locales d'autres régions? Ah bah, ouais, carrément. Heu, Tout ça est une question de financement, mais oui, oui, tout à fait, ça pourrait être, alors ce qui serait intéressant en plus par ailleurs, c'est que, il y a une vraie, adéquation entre, la race, bretonne, et son, territoire ou son terroir, et donc nous, on a ces résultats-là, mais il serait très, intéressant d'évaluer, est-ce qu'on a ces mêmes résultats dans d'autres territoires avec du coup d'autres pratiques d'élevage, qui sont en adéquation avec ces territoires-là, et donc les races, locales de ces autres territoires-là, ouais. Merci. On a une autre question de Laurence. Est-ce qu'on a un critère performance gaz à effet de serre et performance de consommation de la SAU? Donc croiser les gaz à effet de serre et consommation de SAU. Alors, on avait bien sûr, comment dire, via, l'outil Cap2R aussi le dénominateur, SAU, et donc enfin, en fait, les résultats, peu importe, qu'on les ramène à la production, à l'UGB, à la SAU, les résultats étaient très positifs, ouais. Je sais pas si je réponds, réellement à la question, mais Merci.
Alors, on a encore deux petites questions. Est-ce que le stockage de carbone dans les prairies permanentes dans Cap2ER est toujours estimé à 570 kg de carbone par hectare par an? Car l'étude 4 pour 1000 de l'INRAE en 2019 avait montré que c'était surestimé. Alors effectivement, là, c'est des résultats que j'ai présentés avec, déjà l'ancienne version Cap2R, hein, puisque je vous ai, indiqué les dates, de l'étude, c'était 2016 et 2018. Alors, oui, ça a été, montré comme surestimé. Par ailleurs, il y a d'autres, biblios ou en tout cas d'autres logiciels, qui, évaluent, l'empreinte environnementale, en ferme, qui estiment que sur d'autres aspects, l'outil Cap2R, sous-évalue, notamment, l'importance de tout ce qui va être, haies, et aussi tous les éléments hors agricole. Parce que, en tout cas, sur l'ancienne version de Cap2R, tous ces éléments, non agricoles, ils rentraient dans le calcul, de l'hectare de biodiversité, qu'on a pu voir là sur la première présentation, mais ça ne rentrait pas du tout, dans, le calcul du stockage de carbone, ce qui est, pour le coup, à mon sens, un biais. Euh, donc, on a une dernière question. Quelle est la densité de haies dans les élevages qui ont été étudiés? Alors, je vais répondre, de manière, très, on va dire, visuelle. Dans les élevages étudiés, sur 1 hectare, donc 100 par 100, il y avait au moins, au minimum, 2 côtés avec des haies. Donc ça met en avant, comment dire? L'importance du bocage, et alors en plus, il faut aussi mettre ça en avant puisque, toujours actuellement, même chez des jeunes installés en Bretonne, pinoire ou en race locale bretonne de manière générale, une des premières actions qu'ils mettent en place au niveau, lorsqu'ils s'installent et qu'ils se réapproprient en fait les surfaces, des prédécesseurs, ben, refaire en fait les parcelles et remettre des haies. On a le cas, notamment une ferme du 35, qui a fait ça il y a de ça 2 mois, et on a mercredi là, moi j'étais à l'assemblée générale de l'Union bretonne pinoire, pareil, des jeunes qui se sont installés il y a 1 an et qui ont, réimplanté des haies. Donc c'est vraiment, c'est la cohérence du système qui amène à ce résultat-là, quoi. C'est Merci bien. Rim. On n'a plus de questions. OK, parfait. Bon, bah, écoutez, on arrive, à la fin de ce webinaire. Merci à tous, et à toutes, de l'avoir suivi. On voit bien que les solutions existent, hein, pour atténuer l'impact des élevages, sur le changement climatique et que ces solutions sont connues, hein. On a vu que les leviers bas carbone, bien souvent, ils étaient aussi de bons leviers économiques. Donc finalement, un des enjeux aujourd'hui, c'est de faire connaître, ces leviers, diffuser les résultats des différentes études, des différentes expérimentations, au sein de la profession agricole afin de mobiliser, massivement les fermes de nos territoires, dans la voie du bas carbone. Voilà, et bien merci à tous, et à toutes pour votre participation.